Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en République démocratique du Congo, l'opposition se mobilise contre le projet de révision de la Constitution. Elle soupçonne l'actuel président Joseph Kabila de vouloir briguer un troisième mandat. Au Nigeria, depuis l'enlèvement des lycéennes à la mi-avril, Boko Haram a intensifié ses actions, particulièrement dans l'état de Borno. Le groupe islamiste y aurait commis un nouveau rapt samedi dernier. Puis, la réconciliation nationale demeure un défi central pour la Côte d'Ivoire. Outre les initiatives nationales, des initiatives personnelles se multiplient en ce sens. L'opposition congolaise rejette le projet de révision de la Constitution adopté par le gouvernement en vue de l'organisation des prochaines élections. Et pour cause, elle y voit une manœuvre politique visant à permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat. Les explications de Florencia Saint-Poré. Quel sera l'impact du projet portant révision de la Constitution sur les élections à venir en République démocratique du Congo? Le gouvernement a annoncé ce lundi l'adoption d'un projet de révision de la Constitution, une décision d'ores et déjà rejetée par l'opposition congolaise si elle devait permettre au président actuel Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Si on change le mode de scrutin, donc on change l'article 187 de la Constitution, on revient à la révision constitutionnelle. La solution est simple, on doit se mettre autour d'une table avec la communauté internationale, toutes les composantes de la vie politique congolaise pour trouver une feuille de route consensuelle. Si le gouvernement justifie le choix de réviser la Constitution, qui est celle de corriger les faiblesses liées au système électoral actuel, elle dénonce en revanche toute ingérence extérieure dans le débat politique du pays. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes. Pour les spécialistes, la mise en place d'une nouvelle constitution pourrait entraîner des tensions dans la vie politique. Les autorités de Kinshasa n'entendent pas que les États-Unis se mêlent de la situation politique en République démocratique du Congo, dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est pas sous tutelle américaine. On va là, assez paradoxalement, mais normalement, vers des difficultés concernant le respect du calendrier et concernant la modification éventuelle ou non de la Constitution. La décision finale sur l'acceptation ou non de la révision de la Constitution par l'ensemble des acteurs politiques congolais devrait être connue dans les prochains jours. Au Nigeria, Boko Haram aurait encore frappé alors que les quelques 200 lycéennes enlevées il y a 2 mois n'ont toujours pas été retrouvées. Au moins 20 nouvelles jeunes femmes ont été enlevées samedi dernier dans le nord-est du pays par des membres présumés du groupe islamiste. Un nouveau rapt qui s'est produit à 8 km de Chibok dans l'état de Borno où les lycéennes avaient été enlevées à la mi-avril. Alors comment expliquer ces nouveaux enlèvements alors que la vigilance des autorités dans la région devrait être à son maximum? Élément de réponse avec notre éditorialiste Djemal Taleb. La situation au Nigeria est quand même assez extraordinaire. On aurait pensé que l'événement qui a touché les 200 filles la dernière fois aurait absolument servi de leçon, que les choses auraient été complètement gérées autrement et la situation complètement renforcée. Voilà qu'on apprend à nouveau que de nouvelles petites filles innocentes ont été enlevées à nouveau. C'est terrible parce que les Nigériens, au-delà de ce qu'on pense, est quand même un grand pays avec une grande armée. Et voilà que ce grand pays, cette grande armée n'est quand même pas capable de faire une sécurité élémentaire et absolument nécessaire. Cela démontre que les armées, même grandes, même puissantes, font une guerre absolument asymétrique contre un ennemi qui, tout compte fait, est diffus et complètement à l'intérieur. En Guinée, le gouvernement a vivement critiqué ce lundi la décision de l'opposition de suspendre ses activités à l'Assemblée nationale, rappelant qu'il était ouvert au dialogue. La cinquantaine de députés de l'opposition guinéenne a en effet quitté l'hémicycle ce lundi, dénonçant le manque de concertation pour une organisation consensuelle des prochaines élections communales et communautaires. Les précisions de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les députés de l'opposition guinéenne décident de bouder l'hémicycle. La raison? L'absence de consensus avec le pouvoir sur les accords politiques du 3 juillet 2013. Ces derniers prévoyaient par exemple l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de l'année 2014. Les 54 députés de l'opposition suspendent donc leurs activités à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. L'opposition a demandé en vain, 2 fois, 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 2 fois,
la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour examiner les modalités de mise en œuvre de ces accords du 3 juillet. Le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à notre demande insistante, persistante et permanente. Et face à cette impasse, nous n'avons aucune autre solution que de passer à une vitesse supérieure. Les leaders de l'opposition annoncent l'organisation prochainement de manifestations de rue pour essayer de se faire entendre par le pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, elle a sollicité récemment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. La requête a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement guinéen. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se cristallise. Le retrait de l'opposition de l'Assemblée nationale était une situation plus ou moins prévisible. Parce qu'il faut se rappeler que c'est à contre-cœur que l'opposition avait accepté d'abord de signer les accords du 3 juillet, ensuite de participer aux élections législatives et après d'en accepter les résultats. Le gouvernement dit analyser cette décision alors que les leaders de l'opposition n'entendent pas revenir à l'hémicycle avant la prise en compte de leurs revendications. La réconciliation nationale est une priorité en Côte d'Ivoire et nombreux sont ceux qui militent en ce sens. Parmi eux, le journaliste Julien Anakissé qui vient de publier un ouvrage intitulé « Chronique ivoirienne, ausculter la Côte d'Ivoire », une œuvre qui appelle au pardon et à la réconciliation. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La réconciliation nationale par la littérature. La Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale en 2010-2011. Les stigmates de la crise sont encore vivaces aujourd'hui. Des auditions sont actuellement organisées par la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, pour permettre aux différentes victimes des crises successives de s'exprimer. Certains apportent leur contribution à travers l'écriture. Chronique ivoirienne, ausculter la Côte d'Ivoire, premier ouvrage du journaliste Julien Anaki, est un exemple. Il appelle les Ivoiriens à l'union et à la tolérance. Karim, fils d'immigrés, pour dire à un fils d'immigré qui est né en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas son pays d'origine, de ne pas s'en faire qu'il est ivoirien. Mais de lui dire que ses préoccupations et ses inquiétudes par rapport à la Côte d'Ivoire sont les préoccupations et les inquiétudes de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. L'appel à la réconciliation de cet ouvrage répond aux efforts de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de ressouder les liens entre les Ivoiriens après la crise. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, l'auteur essaie d'être honnête avec lui-même, honnête avec ses concitoyens, avec le lecteur, pour dire ce qu'il pense sans provocation, mais dans la vérité. Et quand on lit cette chronique, je crois que on se retrouve vraiment pour ce qui est des vrais problèmes des Ivoiriens, qu'on a du mal à les voir de façon claire et nette. Et lui, il a abordé ce sujet de façon objective, sans parti pris. À noter que plus de 16 000 personnes ont participé aux séances d'écoute de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation organisée depuis le mois de février 2014. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2014, les regards se tournent vers les 5 sélections africaines en lice. Quelles sont les équipes les mieux outillées pour aller le plus loin dans la compétition? Tour d'horizon avec Thierry Noiron. Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun et Algérie sont les 5 sélections qui représenteront l'Afrique lors de cette Coupe du Monde de football 2014. Beaucoup de questions gravitent autour de ces équipes, surtout sur leur capacité à créer sensation dans cette compétition. Avec une sélection de moins que l'édition précédente et après les problèmes de primes qui ont ralenti le départ des Lions indomptables du Cameroun, les doutes sont nombreux et les supporters s'interrogent. Je pense que dans l'ensemble, toutes se préparent quand même assez correctement. Il y a quand même des valeurs sûres comme la Côte d'Ivoire, quand même, malgré tout, qui reste toujours aussi impressionnante, qui reste sur qui on laisse, je dirais, on forme beaucoup d'attentes. On est toujours un peu déçus de ces histoires de primes côté Cameroun, malheureusement. Ouais. Mais là aussi, un bel effectif. Donc on s'attend à quelques surprises, malgré tout. Les groupes sont assez difficiles quand même pour le Cameroun. Donc ce serait vraiment une grosse surprise, malgré tout, qui sortent de là, parce que c'est vraiment un groupe très, très, très relevé. En effet, le Cameroun se retrouve dans un groupe particulièrement difficile face à la Croatie, le Mexique et le Brésil, organisateurs de ce mondial. Pas évident pour un premier tour, à eux de faire leurs preuves. On attend bien sûr beaucoup de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui avaient créé la surprise en 2010 en attendant les quarts de finale.
Après 2-3 matchs de préparation, on voit un petit peu les symptômes et les signes du travail qui a été vraiment accompli le long de ces 2 voire 3 semaines de préparation. Je pense que la Côte d'Ivoire, certes le Ghana, l'Algérie, mais je pense qu'ils sont sur la même lignée. J'attends le début du mondial pour voir un petit peu les vérités, les vraies vérités avec la pression de la compétition. Et je suis confiant, je suis confiant en moins 2 voire 3 équipes qui vont passer le cap du premier tour, je l'espère bien. Le premier match africain sera justement pour le Cameroun qui affrontera un Mexique quasiment à domicile, ce qui devrait annoncer assez rapidement la couleur de ce mondial pour la sélection des Lions indomptables. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.